En tant que membre des armes de combat, vous pourriez être appelé à participer à des missions héliportées. Pour assurer l'efficacité des opérations et la sécurité de toutes les personnes concernées, il est essentiel que chaque soldat connaisse parfaitement la marche à suivre, ainsi que les tâches à accomplir à chaque étape de l'opération. Cette série de vidéos a été conçue pour vous aider à mieux comprendre et à mettre en pratique les principes de sécurité s'appliquant au vol par hélicoptère. En suivant ces principes, vous pourrez accomplir votre mission efficacement, rapidement et surtout en toute sécurité. Au cours de cette deuxième partie, nous examinerons le rôle du commandant de section lors d'une opération héliportée. Parmi ses tâches, le commandant de section est chargé de désigner et de préparer la zone d'atterrissage, de diriger l'embarquement et le débarquement des troupes, ainsi que le chargement et le déchargement de l'équipement. Nous verrons également les tâches accomplies par le commandant adjoint et par le préposé à l'atterrissage. Après avoir repéré la zone d'atterrissage, le commandant de section place ses troupes en position de défense tout azimut. Le groupe forme alors un périmètre de sécurité à proximité de la zone d'atterrissage. Il donne des directives au commandant adjoint en ce qui concerne les préparatifs d'embarquement. Il désigne une personne qui l'accompagnera à la zone d'atterrissage. Cette personne sera chargée de faire atterrir l'hélicoptère. Ensuite, il quitte le périmètre de sécurité et se rend à la zone d'atterrissage. Pendant ce temps, le commandant adjoint passera en revue les préparatifs individuels et s'assurera que chaque soldat connaît l'ordre d'embarquement et le siège qui lui a été assigné. Il y a plusieurs façons de préparer l'atterrissage selon la nature de l'opération, s'il s'agit d'une mission tactique ou administrative, et si l'atterrissage se fait de jour ou de nuit. En principe, pour atterrir, un hélicoptère a besoin d'une surface plane circulaire d'un diamètre minimum de 30 mètres. Ce graphique indique les dimensions minimales requises pour qu'un hélicoptère puisse atterrir. Tous les débris ou les objets qui jonchent le sol doivent être enlevés, qu'il s'agisse de branches, de buissons, de grosses pierres, de pièces d'équipement ou de câbles au sol. Aussi, il ne doit y avoir aucun objet suspendu au-dessus de cette surface. Le cercle intérieur de 6 mètres représente l'endroit où l'appareil se pose. La surface doit y être ferme et compacte pour éviter que l'hélicoptère ne s'enlise ou ne soulève une quantité excessive de poussière. La poussière nuit à la vue de l'aviateur et peut causer des problèmes mécaniques. On doit en tenir compte dans le choix d'une zone d'atterrissage. Le second cercle, la zone périphérique, mesure 14 mètres et correspond à la longueur du rotor principal de l'hélicoptère. Enfin, la surface de 30 mètres fournit une zone de sécurité additionnelle correspondant à une demi-longueur de rotor de chaque côté. Les extrémités d'approche ou de départ ne doivent pas comporter de grands arbres, de lignes téléphoniques ou électriques ou toute autre structure élevée. L'angle d'approche maximum est de 6 degrés, soit un rapport de 1 à 10, ce qui signifie par exemple qu'un arbre de 10 mètres devra être à 100 mètres du point d'atterrissage. Voici une méthode simple de calculer le dégagement nécessaire à l'atterrissage. À partir du point d'atterrissage désigné, envoyez une personne de 6 pieds à une distance de 50 pas. En se plaçant au sol sur le point d'atterrissage, on ne doit apercevoir aucun obstacle au-dessus de sa tête. L'hélicoptère ne peut se poser dans une pente excessive. On choisira donc un terrain aussi plat que possible. En général, l'hélicoptère atterrit vent devant ou le nez dans le vent. Le préposé à l'atterrissage devra donc avoir le vent dans le dos. D'autres facteurs peuvent influencer le choix et l'aménagement d'une zone d'atterrissage.
Par exemple, de nuit, l'atterrissage requiert plus d'espace que le jour. Plus l'altitude est élevée, en montagne par exemple, plus on doit augmenter la dimension de la zone d'atterrissage. La plupart des hélicoptères auront de la difficulté à demeurer en vol stationnaire lorsqu'ils sont pleinement chargés. Il faut donc prévoir une plus grande surface d'atterrissage et des voies d'approche dégagées. Lors d'une mission administrative de jour, la zone d'atterrissage peut être marquée de différentes façons. Des lumières clignotantes, des panneaux ou des rubans fluorescents, ou une veste fluorescente portée par le préposé à l'atterrissage. Il est possible, mais seulement à la demande du pilote, d'utiliser des grenades fumigènes pour faciliter le repérage de la zone d'atterrissage. D'autres méthodes peuvent aussi être utilisées. Par exemple, les communications par radio et la recherche de position à l'aide du signal MF. En principe, pendant les opérations tactiques de jour, le balisage est réduit au minimum. L'hélicoptère est habituellement guidé par des signaux faits avec les bras et les mains. Le préposé à l'atterrissage se tient devant l'endroit précis où l'appareil doit se poser. Pour indiquer la direction de l'atterrissage et pour s'identifier, le préposé lève son arme au-dessus de la tête en position horizontale. S'il y a un danger suffisamment grave pour empêcher l'hélicoptère d'atterrir, le préposé à l'atterrissage lui indiquera qu'il doit repartir. Dans ce cas, on étend les bras en croix de chaque côté et on relève les bras jusqu'à ce qu'ils se croisent par-dessus la tête. Pendant les opérations administratives de nuit, la zone d'atterrissage doit être balisée à l'aide de sources lumineuses, à moins que l'équipage de l'hélicoptère soit doté de lunettes de vision nocturne. Les mêmes principes s'appliquent quant au choix et à la préparation de la zone d'atterrissage. Cependant, on doit apporter un soin particulier à enlever les obstacles et à choisir une trajectoire de descente libre d'obstruction. Voici les deux principales méthodes qu'on utilise pour baliser la zone d'atterrissage. En forme de T, avec 5 lumières, l'hélicoptère doit pouvoir se poser d'un côté ou de l'autre de l'extrémité de la tige du T. Et en forme de Y inversé, avec 4 lumières. Si on utilise cette configuration, l'hélicoptère va se poser entre les extrémités des deux branches du Y inversé. Les lumières doivent être placées de façon à fournir la plus grande trajectoire d'approche possible. Pour signaler à l'équipage de l'hélicoptère qu'un chargement doit être recueilli, on utilise une lumière rouge. Et pour un chargement à déposer, on utilise une lumière verte. Si on utilise un balisage en forme de T, ces lumières rouges ou vertes seront placées à 50 pas derrière la tige du T et à 5 pas de côté. Pour le balisage en forme de Y inversé, les lumières rouges ou vertes seront placées à 50 pas des branches du Y. On peut aussi baliser la zone d'atterrissage à l'aide des phares de 2 véhicules. Les véhicules sont placés à 35 pas l'un de l'autre et de façon à ce que leurs faisceaux se croisent à 35 pas à l'avant. Pour l'atterrissage de nuit au cours de missions tactiques, les pilotes sont équipés de lunettes de vision nocturne. Le préposé à l'atterrissage utilise un dispositif appelé scialume, ou une lumière infrarouge. Quand le commandant de section a déterminé que la zone d'atterrissage est prête, il retourne auprès de sa section en position de défense tout azimut, avec le préposé à l'atterrissage et attend l'arrivée de l'hélicoptère. Il prépare sa carte en prévision du trajet. Lorsqu'il entend l'hélicoptère s'approcher, soit à environ 1 minute de l'atterrissage, il indique au préposé à l'atterrissage de se rendre à la zone désignée et, si c'est la nuit, d'allumer les lumières. Une fois que l'hélicoptère s'est posé, il amène ses troupes à la position d'embarquement.
Les soldats se rassemblent devant l'appareil en file indienne selon l'ordre d'embarquement préétabli. Au signal d'un des membres de l'équipage, il s'avance rapidement en position en se penchant vers l'avant. Le groupe se divise en deux. Le commandant de section sera habituellement le premier à partir. Il se chargera d'ouvrir la porte, aidera à charger l'équipement s'il y a lieu et montera en dernier. En prenant place, il met les écouteurs qui lui permettront d'être en contact avec le pilote et le mécanicien de bord. Au cours du vol, il suit la route sur sa carte. Lors d'une mission tactique de nuit, les phares de l'hélicoptère ne seront pas allumés. Pour signaler que l'hélicoptère est prêt pour l'embarquement, l'équipage allumera une lumière. Lorsqu'on dispose du temps et des ressources nécessaires et qu'il n'y a pas de risque à la sécurité, on doit faire des répétitions couvrant les mesures à prendre dans le périmètre de sécurité et dans la zone d'atterrissage. Les conditions doivent ressembler le plus possible à celles qui prévaudront au cours des opérations et tous les membres du détachement doivent y participer. Dans le cadre de l'entraînement des forces héliportées, il est nécessaire de s'exercer aux méthodes de chargement de combat, d'embarquement et de débarquement d'hélicoptères. Passons maintenant en revue les notions que nous avons apprises au cours de ce vidéo. Le commandant de section dans une opération héliportée est responsable de préparer ses troupes à l'embarquement, de choisir et de préparer la zone d'atterrissage. Les principaux facteurs qui régissent le choix de la zone d'atterrissage sont les dimensions du terrain, la nature du sol, le dégagement des extrémités d'approche, l'inclinaison du terrain et la direction du vent. Le commandant de section désigne une personne qui guidera l'hélicoptère au moment de l'atterrissage. Le jour, on utilise des signaux faits avec les bras. La nuit, s'il s'agit d'une opération administrative, on doit baliser la zone d'atterrissage avec des lumières, à moins que l'équipage de l'hélicoptère soit doté de lunettes de vision nocturne. S'il s'agit d'une opération tactique, on utilise les lunettes de vision nocturne. Le commandant de section conduit ses troupes à la zone d'atterrissage aussitôt que l'hélicoptère s'est posé. Il surveille l'embarquement. Au cours du vol, il est en contact avec le pilote et suit le trajet sur sa carte. La marche à suivre et les principes de sécurité que nous venons d'examiner sont essentiels au succès des missions héliportées. Chaque soldat doit les connaître parfaitement afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes concernées et l'efficacité des opérations. Dans la troisième partie de cette série, nous étudierons le chargement des armes de soutien à bord de l'hélicoptère.